DW. L'arbre à palabres. Jusqu'où peuvent aller les plateformes de réseaux sociaux, ces entreprises privées devenues très puissantes au point de tenir tête au gouvernement des États? Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans cette émission. Ces derniers temps, il était beaucoup question de mesures prises par Facebook, Twitter et YouTube aux États-Unis après l'invasion du Capitole par des partisans en colère du président Donald Trump. Entre le 8 et le 10 janvier, Facebook et Twitter ont annoncé avoir agi en Afrique cette fois, avoir déconnecté plusieurs comptes de responsables gouvernementaux en Ouganda. Facebook invoque des actions visant à manipuler l'opinion en amont de la présidentielle du 14 janvier. Une décision très mal accueillie à Kampala, le gouvernement parlant d'une intrusion de Facebook dans la politique interne. Avec leur masse d'abonnés, les plateformes comme Facebook et Twitter vont-elles de plus en plus arbitrer le jeu démocratique? Nos experts sur cette émission tenteront de nous apporter des éclairages. Nous sommes avec Kojo Ndukuma, professeur des universités à Kinshasa, docteur en droit, spécialité économie numérique à la Sorbonne. Monsieur Ndukuma, bonjour. Oui, bonjour. Kemal Afagnon, docteur en communication, responsable Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet sans frontières. Vous êtes spécialiste des technologies de la communication et professeur d'université en Hongrie. Monsieur Afagnon, bonjour. Bonjour, monsieur Konom. Et Boubacar Yassine Diallo, journaliste, ancien ministre de la communication en Guinée, actuel président de la Haute Autorité de la Communication, HAC. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Au micro, Fréjus Quenom, merci à tous nos invités et à tous nos auditeurs de nous rejoindre pour cette émission. DW. Je le disais donc en introduction, Facebook a déconnecté des comptes d'un réseau lié au gouvernement ougandais et accusé de faire diversion à l'approche de l'élection présidentielle du 14 janvier. Facebook revendique clairement que son action a un lien avec l'imminence de cette élection et les actions qu'il juge déloyales. Alors Kemal Afagnon, directeur donc Afrique de l'Ouest, responsable Afrique de l'Ouest de Internet sans frontières, est-ce que Facebook a bien agi? Alors, je pense que depuis les révélations liées à l'affaire Cambridge Analytica, Facebook tente donc de rassurer ses arrières en Afrique. À l'échelle du continent aujourd'hui, le réseau social est fréquemment accusé d'être une forme de porosité par rapport à des pratiques de manipulation de l'information. Et donc pour Facebook aujourd'hui, c'est peut-être un acte, une action nécessaire pour limiter les dégâts dans le champ politique ougandais. Mais on peut dire toutefois qu'il s'agit surtout d'un effet d'annonce car Facebook aujourd'hui continue de bénéficier des flux de données et d'échanges produits par les internautes en Afrique comme en Ouganda, et ils essaient justement de se construire une fausse responsabilité limitée donc pour ne pas être stigmatisé comme étant le grand responsable justement de tout ce qui est en train de se passer en Afrique, tout ce auquel on assiste désormais sur les réseaux sociaux en Afrique à l'approche des élections. Kojo Ndukuma, je rappelle que vous êtes docteur en droit spécialiste de l'économie numérique. Concernant l'Ouganda, le gouvernement a bien été piqué au vif et a même pris des mesures de représailles. Le gouvernement a décidé de suspendre tout accès aux réseaux sociaux, en tout cas pour cette période électorale. On a vu que Facebook a donc fait mal au gouvernement de Kampala. Ben oui, Facebook bénéficie de l'effet des réseaux, près de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. La politique des géants impacte sur la vie des États à cause de la cyberdépendance. Toutes les campagnes de communication politique aujourd'hui et de marketing politique passent par ce vecteur. Chaque fois que ces géants prennent des mesures, ça affecte soit la politique des États, soit ça affecte également les questions de droits fondamentaux et tout le reste. Donc leur force, en fait, c'est le nombre d'abonnés. Oui, c'est l'effet de réseau. Et puis leur force également, c'est que les comptes qui sont créés, ce sont des comptes qui sont soumis aux conditions générales d'utilisation des plateformes. Que ce soit pour Trump, que ce soit pour le gouvernement ougandais, ils sont sur une plateforme de droit privé et soumise aux conditions d'accès et aux risques de fermeture. En Europe, la question s'est également posée où les différents GAFA doivent plutôt fermer les comptes sur dénonciation par la justice ou par la sécurité. Mais là, ils le font de leur propre chef. Et pour finir, peut-être, c'est pas la première fois. Même Apple, qui fait partie de ces GAFA,
avait déconnecté l'application des géolocalisations sur ses iPhones en mai 2020 pour favoriser à Hong Kong les manifestants contre la filature électronique de la police chinoise. La détention de la technologie, la détention du nombre d'abonnés et la cyberdépendance des États rendent ces GAFA puissants. Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication guinéenne. On vient de l'entendre, ces plateformes de réseaux sociaux sont un vecteur aussi de marketing politique et les acteurs politiques l'utilisent aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, après avoir écouté ces deux sommités qui m'ont précédé, qu'est-ce que je dois dire? Je crois que l'essentiel a été dit par eux. Pour caricaturer, à mon avis, le match Facebook-gouvernement ougandais, c'est un peu la confrontation entre deux dictatures. La dictature des médias sociaux et la dérive autoritaire d'un pouvoir parfois insensible. Ça vaut pour l'Ouganda, ça vaut pour beaucoup de pays africains. À mon avis, face au gouvernement, Facebook probablement a bien agi. Et d'ailleurs, vous l'avez fait remarquer, le gouvernement a réagi. Au contraire, face à la liberté d'expression des citoyens, à mon avis, c'est une restriction inadmissible. Au total, Facebook a mal agi, à moins qu'il ne puisse invoquer dans ses conditions d'utilisation un ou des articles lui permettant de s'immiscer dans la politique interne d'un pays. Ces dictatures doivent s'arrêter, autant celles des médias sociaux que celles des gouvernements. Oui, Kemal Afagnon, M. Diallo s'interrogeait sur ce qui constitue le point de départ de la décision de Facebook. Et on a vu que Facebook s'est basé sur une analyse de laboratoire qui montre des captures d'écran avec des comptes différents, portant des noms différents, qui relaient le même message favorable au président Yoweri Museveni, qui est grand favori à cette présidentielle du 14 janvier. Donc Facebook pense que c'est dans la manipulation de l'opinion, donc une sorte d'action déloyale vis-à-vis de l'opposition. Oui, donc le gouvernement ougandais a parlé donc d'intrusion dans la politique de l'Ouganda. Récemment, lors des élections en Guinée, par exemple, Facebook était aussi allé jusqu'à indexer un réseau similaire donc qui œuvrait donc à l'avantage du président Condé, mais cette fois-ci ils sont allés au-delà donc du fait d'indexer, donc on a suspendu des comptes de responsables. Une déconnexion carrément. Oui, donc c'est une grande première. Il faut reconnaître que bon, l'intrusion dans la politique est réelle, donc c'est des menaces qui sont bien réelles aujourd'hui, et l'Afrique est déjà victime de ce genre de menaces. Toutefois, l'Ouganda, en tentant de prendre ses responsabilités, est rapidement tombé justement dans les travers que nous dénonçons fréquemment au niveau d'Internet sans frontières. Donc l'Ouganda a demandé donc à des opérateurs de télécommunications, à savoir Airtel Ouganda, MTN et Africell, donc de bloquer les réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram et Instagram. Or, comme le disait M. Diallo, cette pratique viole le droit des mobinautes africains à communiquer, à bénéficier d'une information plurielle. Mais Kodion Doukouma, finalement, si intrusion il y a, on pourrait dire que c'est une intrusion positive si on considère que l'action vise à protéger l'intégrité donc des messages consommés par les électeurs ougandais, un peu pour les protéger de toute manipulation. Qu'est-ce que vous en pensez? On revient là à la confrontation des puissances, une dictature politique et une dictature technologique. J'emprunte les mots au président Boubacar. Mais il faut savoir que les élections qui avaient fait gagner Trump aux États-Unis ont été émaillées de suspicion de manipulation de l'opinion d'à peu près 120 millions d'électeurs américains par des actions d'influence venant de la Russie. Depuis lors, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit partout ailleurs, Facebook a resserré sa politique de régulation des tendances. 64 comptes Facebook appartenant à un seul individu proche de l'actuel président de la République de la RDC ont été fermés il y a 6 mois, justement parce que Facebook a dit que son intervention était multiple et influençait l'opinion. Alors, eux, ils se sont érigés, donc Facebook, en service privé d'utilité publique. Les grandes inventions, que ce soit le téléphone, que ce soit le télégraphe, étaient vite entrées sous le contrôle des États. Mais là, vous avez une puissance privée qui impose justement les règles, et ces règles affectent le fonctionnement des États. Et ces réseaux sociaux fonctionnent selon les règles américaines.
Mais ils agissent quand même toute dans d'autres pays qui sont autant souverains que les États-Unis. Toutes ces plateformes ont pour port d'attache le droit américain. Ils véhiculent justement ce droit américain avec également les considérations, les valeurs américaines d'égalité, de liberté, des valeurs assez justicières aussi. Et ces plateformes ont un impact réel dans d'autres pays. Alors, maintenant, je finis par là. Vous voyez une attitude de souveraineté numérique réactionnaire de l'Ouganda qui consiste à dire on ne vous donne plus accès. La Chine l'a fait avec Google. Il dit vous vous soumettez aux lois chinoises et on vous donne accès ou sinon on ne vous les donne pas. De l'autre côté également, Facebook agit par l'effectivité de ces normes privées où vous acceptez ces conditions générales d'utilisation, où vous n'avez pas du tout accès au service et n'est pas avoir accès à une plateforme de 3 milliards de personnes, vous perdez également en influence politique, comme Trump a perdu ses 89 millions de followers sur Twitter. Kemal Afagnon, vous qui défendez les consommateurs de ces plateformes de réseaux sociaux, on parle donc d'une dictature qui croise une autre dictature. De quel recours dispose? Est-ce qu'il y a un recours aux mains de l'abonné qui n'a pas demandé de se retrouver dans cette situation? Aujourd'hui, de nombreuses associations telles que Internet sans frontières ou encore le CIPESA, Witness et d'autres organisations donc à travers l'Afrique militent donc pour le respect des droits des abonnés en Afrique, des mobiles en Afrique. C'est vrai que leur travail n'est pas toujours parfait, mais elles ont réussi à faire revendiquer de façon adéquate, de reporter donc à la hauteur, donc à l'oreille des décideurs politiques, donc les revendications des abonnés, des internautes, des mobiles à travers le continent. Et il y a aussi un travail formidable qui commence par certaines instances de régulation. Donc, je me rappelle par exemple lors de la dernière taxe qui a été appliquée donc sur l'utilisation des réseaux sociaux justement en Ouganda, le régulateur ougandais a été l'un des premiers en Afrique à produire une étude qui montrait justement que cette taxe venait pénaliser les internautes ougandais et justement avait fait chuter le nombre de ces internautes dans ce pays qui justement vantent l'innovation et l'économie numérique. Donc ça, c'est des actions aujourd'hui qui sont concrètes et qui peuvent être menées de commun accord par différentes instances en Afrique sur le continent. Merci. Boubacar Yacine Diallo, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce point? Les plateformes sont devenues des acteurs privés qui fournissent des services d'utilité publique. Est-ce que dans le jeu de bras de fer qui s'observe entre ces acteurs, ces puissants acteurs privés et des États en Afrique, est-ce que vous vous sentez exclu, vous qui dirigez une instance, disons, de régulation de la communication? Bien, je pense qu'il faut faire la part des choses. Je vais illustrer par une anecdote. J'ai un compatriote qui vit en France, qui avait produit beaucoup de contenu. Et il pensait que chaque Guinéen le connaissait. Et il m'a rendu visite à Conakry. Je l'ai amené dans le plus grand journal de presse écrite ici. Et lorsque je l'ai présenté, aucun ne le connaissait. Et dans la voiture, il m'a dit, attends, est-ce que nous ne parlons pas à nous-mêmes? Cela veut dire quoi? C'est que j'entends dire que les réseaux sociaux peuvent influencer les lecteurs. Cela est très marginal dans la plupart des pays africains. Il est vrai que dans les pays occidentaux et dans les pays où les gens ont une culture de lecture, une culture de l'écrit, et c'est plus facile d'y accéder, de les manipuler. Mais ici, ce que la radio a dit, c'est ce qui est officiel. Ce que la télé a dit, c'est ce qui est officiel, qu'elle soit publique ou privée. Donc, je pense que en ce qui concerne l'Afrique, il faut peut-être minimiser les conséquences sur l'électorat. Je parle de l'électorat. En Afrique, le plus nombre d'électeurs se trouve dans les villages où il n'y a même pas d'électricité. Mais c'est surtout dans ces régions que ça fonctionne encore parfaitement bien avec les fake news, les fausses informations qui peuvent émaner d'un camp comme de l'autre. Hein. Mais attention, mais la question qu'on peut se poser, de quel droit ces GAFA se permettent d'assurer la censure? Parce que je considère que ça, c'est une forme de censure. Moi, j'ai pensé au début que ces GAFA mettaient à la disposition de chaque citoyen un endroit, un moyen de communication, parce que la plupart des citoyens sont devenus des journalistes.
Mais est-ce que ces GAFA sont outillés pour assurer la censure de contenu? Moi, ça, c'est la grande question que je me pose. Vous êtes inquiet de voir que votre territoire est en train d'être menacé, d'être rogné par d'autres acteurs? Pas du tout. Non, moi, je ne suis pas inquiet. Je suis pour la liberté d'expression. Si, parce que quelqu'un n'est pas d'accord, parce que ce contenu ne l'arrange pas, il peut faire bloquer le compte de quelqu'un qui a écrit ça, à mon avis, c'est une censure dangereuse. Ça, c'est une préoccupation pour moi. Alors, Kodjoun Doukouma, finalement, est-ce que les détenteurs de réseaux sociaux, ces GAFA, là, ils sont finalement les seuls à détenir le pouvoir de décision, ou bien comment, est-ce que vous pensez qu'il est possible dans les pays, surtout en Afrique, de créer des instances pour pouvoir partager le pouvoir de décision avec eux? J'ai senti toute la pertinence du régulateur de contenu de la part du président Boubacar Yassine. En réalité, il y a un paradoxe dans la question que vous posez. Facebook, Twitter, ils sont des hébergeurs. Par nature, ils disent qu'ils n'ont aucun contrôle sur le contenu qui est autogénéré par les internautes. Maintenant, on est en train de se rendre compte que ces fournisseurs de tuyaux et ces fournisseurs des espaces pour la libre expression commence maintenant à intervenir dans la censure justement de l'expression. Et ça, c'est quand même déviationniste. Maintenant, nous avons des régulations sectorielles dans les pays. Pour un seul service, qui est celui de la communication à distance, vous avez un régulateur de télécom qui fait la régulation des contenants et vous avez les régulateurs de l'audiovisuel qui font la régulation des contenus. Alors que ces GAFA, ils sont à la fois sur la fourniture de contenants, sur les algorithmes et sur le contenu. Autre chose également, nous avons des lois locales alors que leur activité est transversale et globale. Donc il faut justement qu'il y ait quand même des États puissants, des régulateurs nationaux puissants pour qu'ils puissent dialoguer avec ces GAFA qui n'ont même pas d'emprise territoriale alors que les services qu'ils nous envoient nous amènent à être sur leur territoire opérationnel. Maintenant, avec le contrôle par les États assez autoritaires des médias officiels, les réseaux sociaux sont aujourd'hui une petite niche de liberté que les gens croient. Maintenant, il est question de faire l'éducation de masse, il est aussi question d'éviter les dérives des États. Faut-il chaque fois qu'on est atteint dans son autorité, priver les peuples de l'accès à leur liberté? C'est ça aussi la question qui se pose aujourd'hui. Kemal Afagnon, en définitive, quel doit être le comportement du consommateur que nous sommes tous? Est-ce que vous diriez que chaque pays se dote de sa plateforme de réseau social? Bon, que chaque pays se dote de sa plateforme de réseau social, c'est peut-être une solution, mais ça peut être utopique, vu l'emprise justement de ces géants du numérique actuellement. Donc, quand on prend une application, donc une application comme WhatsApp qui est préinstallée donc par défaut sur de nombreux téléphones aujourd'hui, et quand on voit justement son succès à travers le continent africain, où de petits développeurs se battent tous les jours pour promouvoir leurs applications, on peut considérer que c'est un combat qui est loin d'être gagné et qui va demander beaucoup d'efforts sur la durée. Mais je pense que l'éducation est aujourd'hui l'éducation donc de masse peut être une solution très très appropriée par rapport aux manipulations répétées auxquelles on assiste. Et comme on a pu le voir donc à plusieurs reprises, Facebook devient de plus en plus incisif à travers ses actions de démantèlement de réseaux qui consistent à déconnecter des comptes à l'approche des élections en Afrique. Malheureusement, il faut craindre que ces actions vont se répéter parce qu'il y aura au vu des enjeux justement qui tournent autour de ces joutes électorales, il y aura des pratiques encore plus sophistiquées pour manipuler l'opinion publique. Il faut reconnaître que par exemple dans de nombreux États africains, une application comme WhatsApp par exemple sert aujourd'hui de défouloir, mais également sert à diffuser beaucoup de fake news. Donc c'est une application qui permet à des populations illettrées dans leur langue donc de partager du contenu, d'accéder à des informations de base.
La régulation également est très importante, mais il faut tenir compte des complexités juridiques, comme justement le docteur Ndoukouma le soulignait. Et aujourd'hui, je pense donc que le problème, donc ces actions de démantèlement ne sont pas la solution. Facebook le sait d'ailleurs. Aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est mis en cause car il est au cœur de ce flot de mensonges qui servent à faire déraper le débat politique en Afrique dans de nombreux pays. Donc il faudrait également plus de transparence par rapport aux sommes que Facebook. C'est bien beau de démanteler des réseaux, mais il faudrait plus de transparence par rapport aux sommes que le réseau social engrange à travers les publicités politiques et plus de transparence concernant également les personnes physiques ou morales qui se cachent derrière ces publicités qui sont diffusées auprès du public africain. Je rappelle que dans le cas de l'Ouganda, le gouvernement avait entre-temps pris l'initiative de demander à Facebook et YouTube de démanteler des comptes liés à l'opposition en se plaignant de critiques trop acerbes. Donc on ne sait pas quelle a été la réaction à ce niveau-là de Facebook et de YouTube. Kojo Ndoukouma, quel est votre point de vue? Que pensez-vous d'un pays comme la Chine qui a mis en place un réseau social pour créer l'alternative à ces GAFA dont nous parlons? Vous avez les modèles russes et les modèles chinois qui ont balkanisé Internet. Il y a également la question de la transparence sur les algorithmes, cela est vrai. Lorsque un contenu, soit-il faux, est très accessible, l'algorithme de Google ou de Facebook le présente en pole position et donc contribue à sa diffusion plus importante. Donc il faut, en France on a fait la loi sur la République numérique où on demande plus de loyauté aux algorithmes. Il y a aussi la question de l'inféodation technologique des États. Partout, Facebook, avec les réseaux locaux, a signé des accords pour que même quand les gens n'ont pas de crédit de communication prépayé, qu'ils accèdent gratuitement à Facebook, ils accèdent gratuitement également à WhatsApp. On n'a pas vu cela comme étant une politique de captage, parce que tout ce que ces plateformes font, c'est de l'économie de péage. J'amène le plus grand nombre de personnes à venir dans ma plateforme qui est gratuite, même quand vous n'avez pas de crédit de communication avec le pouvoir d'achat faible de la population. Et une fois que j'ai ma masse d'abonnés, j'ai mon fonds de commerce électronique et je commence à peser d'une façon ou d'une autre. Donc il faut qu'on aille dans la souveraineté numérique africaine, mais aussi dans les recherches et développement. Et donc nous sommes là un marché de masse sans réponse technologique ni sans réponse politique globale, à part l'Union africaine qui se bat pour faire voter la convention, ratifier la convention africaine sur la protection de données personnelles et cybersécurité. Mais sinon, on n'a pas une démarche communautaire comme l'Europe, on n'a pas une démarche de puissance avec la soft power américaine, et donc nous subissons. C'est peut-être déjà un début pour l'Union africaine. Boubacar Yacine Diallo, quel est votre point de vue lorsqu'on plaide pour l'indépendance vis-à-vis de ces réseaux sociaux? À qui ça va profiter? Est-ce que c'est aux abonnés? Est-ce que c'est à certains gouvernements qui sont malheureusement encore un peu, disons, autoritaristes sur le continent? Vous savez, j'avais commencé par dire que c'était deux dictatures qui étaient en train de faire un match. Et vous aurez du mal à dire, par exemple, à un habitant d'une ville de Guinée ou du Mali de prendre un réseau social local et de s'éloigner de Facebook, de Twitter ou des autres. Est-ce que c'est un complexe? Je n'en sais rien. Mais pour le moment, je pense qu'on n'en est pas là. Et dernière chose, il y a par exemple des gens qui ne savaient pas que quand ils publiaient sur Facebook, qu'ils pouvaient se trouver devant le juge. Il y a des gens par exemple qui nous appellent pour dire si j'écris sur Facebook, est-ce que je viendrai à la HAC ou à la justice? Non, si vous parlez sur une radio ou sur une télé, vous viendrez chez nous. Si vous écrivez sur un réseau social, vous allez devant le juge et il vous applique le code pénal. Alors qu'ici, on vous appliquerait la loi sur la liberté de la presse qui, par exemple, a octroyé le régime de la dépénalisation des délits de presse. Donc je pense que les associations de consommateurs et toutes les autres associations concernées devraient pouvoir communiquer suffisamment, sensibiliser suffisamment pour dire aux citoyens journalistes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire,
Maintenant, les criminels, il faudra les laisser à la justice. Merci beaucoup. Nous nous interrogions dans cette émission sur la pertinence de l'action des réseaux sociaux. Est-ce une intrusion? Est-ce une violation de la souveraineté ou pas? Ce débat était mené avec Boubacar Yassine Diallo, ancien ministre de la Communication en Guinée, président de la Haute Autorité de la Communication. Kodjo Ndoukouma, professeur des universités à Kinshasa, docteur en droit et spécialisé en économie numérique à la Sorbonne, et Kemal Afagnon, docteur en communication, responsable Afrique de l'Ouest de Internet sans frontières. Je rappelle, Kemal Afagnon, que vous êtes notamment auteur d'un article académique publié récemment sur les fake news, dont le titre est Espace numérique et fake news en Afrique, sur les traces des langues de la téléphonie et des croyances religieuses. Merci à tous les auditeurs qui sont restés à l'écoute jusqu'à présent. Fréjus Kenom, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabres. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.